Bien, bonjour. Donc, une bonne heure sur les hypnotiques anxiolytiques et puis, pour terminer, les médicaments qui sont à l'origine d'une pharmacodépendance. Alors, pharmacologie des sédatifs hypnotiques. Alors, tout d'abord, des questions de terminologie. Enfin, voici le plan qui va être suivi. Est-ce que vous voulez le noter d'emblée, le plan? Non, c'est bon. Oui, sauf qu'il a un petit peu changé d'ailleurs. Alors, généralité et définition. Donc, beaucoup de médicaments qui agissent sur le système nerveux central ont des propriétés dépressives sur ce système nerveux central. Et tous les médicaments donc, qui ont des propriétés sédatives, hypnotiques, sont des dépresseurs du système nerveux central. Ce qui veut dire qu'ils vont calmer, qu'ils vont faire dormir. À l'extrême, quand on donne des doses importantes de ces médicaments, sédatifs et hypnotiques, cela peut conduire à un état léthargique, à un coma et à un arrêt respiratoire par dépression des centres respiratoires. Donc, on distingue, au moins en termes de définition, les effets sédatifs des effets hypnotiques. Un sédatif, c'est un médicament qui va calmer un état d'agitation. Tandis qu'un hypnotique, c'est un médicament qui va faciliter le sommeil, soit l'endormissement, soit pour éviter de se réveiller. Donc là aussi, il faut. Alors avant d'administrer des médicaments sédatifs et hypnotiques, surtout hypnotiques, il est très important de faire un bilan des troubles du sommeil. Quelles sont éventuellement leurs causes? Est-ce que c'est primaire? Est-ce que c'est secondaire? Quels sont aussi les modes de vie des gens, parce que les gens qui ne dorment pas et qui boivent 2 litres de café à partir de 16h de 4h de l'après-midi, il y a peut-être une façon facile de traiter les troubles du sommeil. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il faut non plus ne pas oublier que des troubles du sommeil peuvent être la traduction d'une maladie sous-jacente. Par exemple, quelqu'un qui d'habitude dort bien et qui se met à se réveiller vers 2 ou 3 heures du matin, c'est très volontiers évocateur d'un syndrome dépressif. Donc, il faut faire un bilan précis. Et donc, bon là, c'est de la médecine et c'est pas de la pharmacologie, donc je ne vais pas. Pour la pharmacologie, c'est vraiment important de déterminer s'il s'agit d'un trouble du sommeil d'endormissement, ou si ce sont des réveils au cours de la nuit, parce que cela va conditionner le choix du médicament en fonction de la pharmacocinétique. Alors, très schématiquement, les phases du sommeil, vous savez qu'au cours d'une nuit, on a plusieurs cycles de sommeil et chaque cycle de sommeil peut être découpé en 4 phases. La première phase, le stade 1, c'est l'endormissement. Le stade 2, c'est avant le sommeil profond, le sommeil avec les ondes lentes, qui est le stade 3-4. Et puis la fameuse phase de sommeil paradoxal, caractérisée par ce qu'on appelle les REM, qui sont les Rapid Eye Movements. Donc on va voir que les médicaments qui agissent sur le sommeil peuvent agir sur la durée totale du sommeil et aussi sur la répartition de ces différentes phases. Un petit peu d'histoire, vous avez compris que j'aimais bien ça. Donc les premiers médicaments, depuis très longtemps, on n'a pas attendu de connaître des récepteurs aux médicaments pour savoir que l'alcool, c'était une bonne façon de dormir et une bonne façon d'avoir un effet anxiolytique. Donc c'est utilisé depuis très longtemps. Il y a aussi des plantes utilisées depuis très longtemps pour ces propriétés-là. Au début du XXe siècle, il y a une substance qui a fait des ravages. Si vous lisez un peu la littérature de cette époque-là, vous voyez beaucoup de gens qui, presque à leur insu, sont devenus dépendants avec le laudanum. Qu'est-ce que c'est que le laudanum? Le laudanum, c'était une potion qui était très facile à préparer. Et le principe, c'était de mélanger de l'opium et puis un alcool. Alors, selon le pays, ça variait.
hein, au Royaume-Uni ou en Écosse, c'était le whisky. En Russie, c'était plutôt les alcools blancs, etc., etc. Et ce laudanum, il était utilisé pour des propriétés soit sédatives, soit antalgiques. Et bien sûr, s'il était utilisé à mauvais escient, ça pouvait conduire très facilement à des pharmacodépendances. Enfin, c'est même pas au début du XXe siècle, c'est même au XIXe siècle la grande mode du laudanum. Donc, je n'ai pas coupé mon portable, excusez-moi. Alors, au début du XXe siècle, les premiers médicaments en tant que tels utilisés pour les propriétés hypnotiques, ce sont les barbituriques. Les barbituriques, le chef de file, c'est le phénobarbital, qui est écrit ici, dont le nom de spécialité est le Gardénal. Et ce phénobarbital, donc, ça a été très largement utilisé par toutes les couches de la population. Et dans les années 1960, on a synthétisé les premières benzodiazépines qui sont venues dans l'indication hypnotique remplacer complètement les barbituriques pour la simple raison que les barbituriques sont des médicaments très dépresseurs du système nerveux central et que ce soit Stefan Zweig et un certain nombre d'autres auteurs qui ont mis fin à leur jour se suicidaient en prenant une grosse dose de barbiturique. On prenait une grosse dose de barbiturique, on s'endort, dépression des centres respiratoires, on arrête de respirer. Les benzodiazépines, le grand intérêt, c'est qu'ils sont moins dépresseurs du système nerveux central. Alors les benzodiazépines, simplement bien sûr à titre informatif, la structure des benzodiazépines, le chef de file des benzodiazépines. Dans la suite du cours, je vais vous citer plein de noms de benzodiazépines. Vous ne devez pas, enfin je ne vous demande absolument pas, nous ne vous demandons absolument pas de les retenir, mais c'est simplement si vous voulez vous y référer ou voir des différences selon l'utilisation dans les services cliniques, ça peut vous être utile. Ce qu'il faut en revanche absolument connaître, c'est le chef de file, le diazépam, commercialisé sous le nom de Valium. Toutes les benzodiazépines partagent les mêmes propriétés pharmacologiques, le même mécanisme d'action, les mêmes indications et les mêmes types d'effets indésirables. Et les différences entre les différentes benzodiazépines relèvent essentiellement de différences, sont essentiellement la conséquence de différences dans leur pharmacocinétique. On en reparlera aussi très brièvement. Alors le mécanisme d'action de ces benzodiazépines, eh bien, la cible d'action des benzodiazépines, c'est le récepteur de l'acide aminé inhibiteur, le GABA. L'acide gamma-aminobutyrique. Alors, ce GABA, donc neuromédiateur inhibiteur, qui est symbolisé par les ronds turquoises, là, il a deux sites de fixation principaux. Un site de fixation présynaptique dont je ne vous parlerai pas, qui est le récepteur GABA-B, sauf si ça vous intéresse. Sachez que quand il est stimulé par le GABA, ça fait des effets inverses du récepteur GABA-A. Celui qui nous intéresse par rapport aux benzodiazépines, c'est ce récepteur GABA-A. Les benzodiazépines se fixent sur ce récepteur et vont stimuler, vont augmenter les effets du GABA. Alors quand le GABA, le récepteur au GABA, c'est un récepteur ionotropique, c'est-à-dire que quand on le stimule, il y a une ouverture, c'est un canal ionique, d'où la flèche qui passe à l'intérieur des 5 sous-unités. Et ça veut dire que quand on stimule ce récepteur, il y a une ouverture du canal chlore, et ce chlore va induire une hyperpolarisation de la membrane, qui va donc conduire à inhiber un certain nombre de voies qui sont en aval. Au niveau du neurone postsynaptique, bien évidemment. C'est toujours le même schéma. Alors, comment agissent les benzodiazépines ? Eh bien, elles vont se fixer sur une partie de ce canal, d'accord ? Et elles ne vont pas
remplacer le GABA. Elles vont se fixer sur un site qui est distinct du site de fixation du GABA et par un effet allostérique vont augmenter les effets du GABA endogène déjà présent. Donc on pense que c'est à cause de cette action, vous voyez, les benzodiazépines, elles ont besoin de la présence de GABA endogène. Donc on pense que c'est pour ça qu'ils ont peut-être des effets moins dépresseurs du système nerveux central que les barbituriques. Parce que les barbituriques, comment agissent-ils? Les barbituriques, ils agissent aussi, leur cible d'action principale, c'est aussi le récepteur GABA, mais en agissant directement dessus comme un agoniste. Donc il n'y a pas la régulation via le GABA endogène. Donc on pense que c'est une des raisons pour lesquelles les barbituriques à forte dose ont des effets plus importants et plus gênants. Donc il y a de nombreux médicaments importants qui agissent qui sont agonistes de ces récepteurs GABA, comme je viens de vous le dire, les benzodiazépines, les barbituriques. L'alcool peut aussi aller agir dessus. Et puis, sur le cours de Gérard Pons sur les antiépileptiques, il vous a probablement parlé aussi de la gabapentin et du vigabatrin, qui sont des médicaments utilisés pour leurs propriétés anticonvulsivantes. Donc c'est pareil, là, pour mon cours, je ne vous demande pas de savoir tout ça. C'est juste pour vous donner un peu des raisonnements pharmacologiques, un peu de culture pharmacologique. À l'inverse, il y a des substances qui font le contraire des benzodiazépines. Et ces substances-là, par exemple, on va les administrer, on va les utiliser dans des modèles expérimentaux. Ces substances, comme elles sont antagonistes du GABA qui est inhibiteur, eh bien ces substances vont être proconvulsivantes. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt. On va donner cette substance-là à un animal et on va chercher des médicaments anticonvulsivants qui vont antagoniser l'effet de ces substances-là. Alors les propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique, ce sont toutes les mêmes. Donc c'est tombé comme sujet l'année dernière, donc cette année il y a des chances que ça ne tombe pas, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Alors que je n'oublie pas, alors on va les reprendre un à un, je vérifie que je n'avais pas oublié. Premièrement, l'effet hypnotique des benzodiazépines. Donc ça, c'est le cycle du sommeil normal. La souris, elle va plus dormir. Comment dort-elle plus? Elle dort plus longtemps, mais le sommeil n'a pas la même qualité. Et les benzodiazépines vont surtout raccourcir la durée d'endormissement et raccourcir les phases, le sommeil paradoxal et la phase 3-4. C'est traduit surtout par un allongement du stade 2. Ce qui fait que vous remarquerez qu'il y a donc une modification qualitative et quantitative du sommeil. On allonge sa durée, mais on modifie aussi la qualité du sommeil. Et quand on prend une benzodiazépine, on ne dort pas si bien, on ne dort pas de la même façon. Alors, quand vous avez un patient qui a des difficultés d'endormissement, vous pouvez choisir une benzodiazépine qui aura un délai d'action bref et qui aura une demi-vie brève. Parce que comme ça, le patient, il en prendra le soir, disons 1 ou 2 heures avant de se coucher. Et puis, comme le médicament a une demi-vie brève, le lendemain matin, il va se réveiller, il sera en forme, il n'aura pas l'effet sédatif qui fait qu'il aura du mal à fonctionner comme il faut. En revanche, si vous avez de façon prépondérante un trouble du sommeil des réveils nocturnes, là, il faudra prendre des benzodiazépines qui ont des demi-vies plus longues d'action pour qu'elles puissent agir vers les 2-3 heures du matin. Donc ça paraît un peu évident, mais pas l'oublier. Alors, pour les difficultés d'endormissement, les benzodiazépines d'action brève, on en reparlera aussi tout à l'heure au niveau des effets indésirables. En revanche, l'inconvénient de celles qui ont un court délai d'action et qui ont un pic comme ça d'action, c'est que ces substances-là, ces benzodiazépines-là, donnent beaucoup plus facilement des dépendances pour ceux à brève demi-vie. Donc, il faut les manier avec précaution et puis il faut surtout éviter de les utiliser de façon prolongée. Alors,
comment améliore-t-on? En fait, ce sont des médicaments très utilisés, mais en fait, on n'a relativement pas beaucoup d'études sur le sommeil induit par ces médicaments-là et leur intérêt en clinique. En fait, il y a une étude récente qui a montré qu'en moyenne, ça augmente de 25 minutes la durée du sommeil. Donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup en fait, hein, dormir 25 minutes de plus. En revanche, on n'a pratiquement pas d'études sur l'intérêt et le rapport bénéfice-risque des benzodiazépines dans les traitements de longue durée. Toujours à visée hypnotique, hein, je ne vous parle pas des effets des autres propriétés, hein, on n'est toujours que dans l'effet hypnotique. Hein, donc, il faut bien avoir en mémoire que bien que ce soit de vieux médicaments, eh bien, toute leur pharmacologie clinique n'est pas forcément bien identifiée. Alors, quand on a une AMM, je regarde ce que j'ai comme... Ah, voilà. Donc ça, c'est la liste. Alors, selon les benzodiazépines, il y a énormément de benzodiazépines, parce que dans les années 60-70, tous les laboratoires synthétisaient leurs benzodiazépines et chacun tirait son indication, son utilisation. Bien évidemment, ça, vous ne devez pas du tout le connaître. Selon les benzodiazépines, le laboratoire aura décidé de développer tel ou tel type d'indication. Donc celles-ci, elles sont indiquées pour dormir. Il y a des médicaments qu'on n'utilise plus, qui ne doivent même plus être commercialisés, comme le Mogadon. La seule chose, en revanche, que vous devez savoir, c'est que dans l'indication hypnotique, la durée de prescription est limitée à 4 semaines. C'est-à-dire que ça, c'est pour éviter que le patient ne prenne toute sa vie une benzodiazépine pour dormir. C'est un peu un vœu pieux, hein, parce que quand vous avez une dame de 70 ans, comme ma mère, qui prend des benzodiazépines depuis 40 ans, j'ai beau lui dire que c'est pas bien, elle ne m'écoute pas. Hein, parce qu'elle ne peut pas s'en passer de sa benzodiazépine. Hein. Bon, et puis il y en a un, le rohypnol, qui est très utilisé comme hypnotique. Lui, il peut donner encore plus de dépendance. Et ma mère prend du rohypnol, vous en fichez, mais comme ça vous vous souviendrez du nom. Et bien le rohypnol, lui, c'est la prescription, elle est limitée à 2 semaines et la délivrance est limitée à 8 jours. Hein. Donc toujours pareil pour essayer de morceler les choses. Donc, première propriété des benzodiazépines hypnotiques. Deuxième grande propriété des benzodiazépines, les propriétés anxiolytiques. Alors là, on a d'autres benzodiazépines qui ont, ou bien il peut y avoir ça peut se recouper. Il y a d'autres benzodiazépines, par exemple le Valium, il doit avoir les différentes indications. Il y a des benzodiazépines qui ont l'AMM pour les manifestations anxieuses sévères. Et là, vous remarquerez que la prescription, elle est limitée à 12 semaines. Donc là, on peut traiter plus longtemps. D'accord ? On est autorisé à traiter plus longtemps. Alors, l'anxiété. Est-ce que l'on peut... alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'anxiété ? Alors l'anxiété, c'est un phénomène physiologique normal. Tout le monde a été anxieux. Hein. C'est nécessaire, c'est utile dans la vie. Au moment de passer votre examen, un petit peu d'anxiété, ça ne vous fait pas de mal. Là, hein. Surtout si vous connaissez la réponse aux questions. En revanche, des manifestations anxieuses peuvent revêtir un caractère pathologique. Hein, et dans les manifestations plus pathologiques de l'anxiété, il y a 2 grandes choses. Il y a les troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire en fait une anxiété qui repose sur rien et qui va être prolongée. Et puis il y a les fameux les névroses phobiques, hein, comme l'agoraphobie, c'est-à-dire une anxiété générée par une circonstance qui ne devrait pas être anxiogène, comme la foule, etc. Bon, tout ça, vous avez eu des cours là-dessus. Alors, est-ce que... Bon, l'anxiété, c'est pareil, il faut toujours rechercher une maladie sous-jacente, etc., avant de traiter le symptôme. Hein, parce que là, quand vous donnez l'anxiolytique, vous traitez le symptôme et pas la cause de la maladie. Alors, est-ce que l'on peut différencier, est-ce qu'il y a des substratums anatomiques et physiologiques pour dissocier
les propriétés anxiolytiques des propriétés hypnotiques? Eh bien, au moins expérimentalement, oui, on a des substratums différents. Si on prend les récepteurs GABA-A et qu'on fait des mutations sur ces récepteurs chez la souris, eh bien, alors ça, je ne le sais pas par cœur, donc je ne vous demanderai pas de le savoir par cœur non plus, hein, mais si, je ne sais plus où je l'ai mis, si on modifie une des sous-unités de... comme ça, vous pouvez finir votre petit gâteau. Oh, j'ai oublié. Voilà. Si on fait une mutation sur la sous-unité alpha 1, eh bien, les souris, elles vont être résistantes aux propriétés sédatives, hypnotiques des benzodiazépines. D'accord ? En revanche, si on fait une mutation, certaines mutations sur la sous-unité alpha 2, là, les souris, elles vont devenir résistantes aux effets anxiolytiques des benzodiazépines. Donc ça suggère qu'il y a des mises en jeu différentielles au sein du récepteur GABA, suggérant qu'on pourrait avoir des médicaments qui... ont essentiellement une des propriétés sans avoir l'autre. En tout cas, c'est ce qui est possible. Alors, l'anxiété, très rapidement, donc, ça c'est ce que je vous disais, l'équivalent de l'anxiété chez l'homme, c'est la peur chez l'animal. La peur, par exemple, pour le singe quand il voit un serpent, ou bien quand un chat voit un chien. Dans ces mécanismes de l'anxiété-peur, on sait que l'amygdale joue un rôle important. Et si on induit une lésion de l'amygdale chez le chat, il tolère très bien le chien. Bon, il y a aussi des chats et des chiens gentils qui n'ont pas besoin de lésion de l'amygdale, mais ça, c'est un autre problème. Alors ça, simplement pour mémoire aussi, hein, non pas pour je ne vous demanderai pas ça à l'examen, quelles sont les structures impliquées dans les manifestations de la peur et de l'anxiété. Eh bien, l'amygdale et l'hippocampe jouent un rôle important et vont aller stimuler différents systèmes. Et vous savez bien que quand on a une grande crise d'angoisse, on a les mains moites, on est en tachycardie, etc. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de ces structures-là, il va y avoir une stimulation du système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Il va aussi y avoir une stimulation de l'axe corticotrope, et cet axe corticotrope, il va faire produire du cortisol, et le cortisol va modifier de nombreuses caractéristiques de l'organisme, et puis aussi agir sur différentes monoamines et d'autres neuromédiateurs. Ça, par exemple, si vous faites de la recherche sur l'animal et que vous vous intéressez à l'axe corticotrope, par exemple, si vous faites de la recherche sur des souris ou des rats et que vous voulez aller mesurer le corticoïde endogène chez votre souris ou votre rat, eh bien, il ne faut absolument pas les stresser. Parce que si vous les stressez, ils vont augmenter d'une façon phénoménale leur taux de corticoïdes endogènes. Eux, leur corticoïde endogène, ce n'est pas le cortisol, c'est la corticostérone. Enfin, bon, ça peu importe. Donc, si jamais vous voulez aller regarder ce qui se passe, il faut isoler tous vos animaux, les mettre dans des cages séparées, les prendre un par un, parce que s'ils sont tous dans la même cage que vous les prenez au fur et à mesure, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, cette anxiété va faire augmenter le taux de corticostérone, hein, et vos résultats seront complètement inutilisable. Donc ça, c'était un petit peu pour la culture générale. Alors, qu'est-ce que l'on peut traiter avec les anxiolytiques ? Il y a différentes maladies. Je ne vais pas du tout vous faire la thérapeutique. Et là, c'est pareil, ça s'est juste mis à type pour mémoire. Hein. Donc, l'angoisse, l'anxiété modérée, justifiée, normalement ne doit pas être traitée. Bien sûr, en revanche, si pour les troubles anxieux généralisés, surtout si ça perturbe la vie sociale, les accès de panique, et puis toutes les manifestations d'anxiété qui sont le témoin d'une maladie sous-jacente, comme les troubles obsessionnels compulsifs, les dépressions,
et même des maladies, des affections organiques, par exemple un infarctus du myocarde, même s'il n'est pas spécialement douloureux, même modérément douloureux, est extrêmement anxiogène, ou les édèmes aigus du poumon, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter. Alors, en fonction du type d'état anxieux, on ne va pas utiliser les mêmes médicaments. Ce qui est important à reconnaître, à savoir, c'est que les benzodiazépines sont le traitement de choix des états anxieux aigus. Et comme ils agissent rapidement, comme ils peuvent agir rapidement, vous choisirez bien sûr préférentiellement une benzodiazépine, toujours avec un court délai d'action et une durée d'action pas trop importante. En revanche, d'autres états anxieux, comme les comportements phobiques, comme les TOC, relèvent beaucoup moins des benzodiazépines. Une petite parenthèse sur les bêta-bloqueurs. Vous avez vu que dans ces manifestations d'anxiété, on a donc une hyperstimulation du système sympathique, dont je vous rappelle que le neuromédiateur est la noradrénaline. Et c'est médié notamment par la stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques. Eh bien, les bêta-bloquants, comme le propranolol, peuvent être utilisés exceptionnellement, quelquefois, dans des grands troubles anxiogènes aigus, du genre des gens qui ont un tel trac qu'ils ratent complètement leur examen. L'avantage du bêta-bloquant par rapport aux benzodiazépines, c'est que le bêta-bloquant ne fait pas dormir. Donc il y avait une étude il y a une vingtaine d'années dont tout le monde parlait. C'était dans une grande école au Conservatoire national de violon en Grande-Bretagne. Ils avaient fait une étude en double aveugle chez les jeunes violonistes là, qui candidataient pour rentrer au conservatoire. Et il y avait un groupe sans bêta-bloquant, un groupe avec bêta-bloquant. Et en moyenne, ceux qui étaient sous bêta-bloquant ont mieux joué, étaient moins angoissés. Et voilà. Mais bien évidemment, c'est aussi, par exemple, les bêta-bloquants font partie des substances qui sont interdites aux Jeux Olympiques, notamment parce que notamment ceux qui tirent, tout ce qui est tir à la carabine, enfin je ne connais rien là, mais tout ce qui tire à la carabine, c'est sûr que le bêta-bloquant, ça diminue l'angoisse et ça évite de trembler, donc ça peut être une substance recherchée, et bien sûr ils n'ont pas le droit d'en prendre, c'est la triche. Voilà. Troisième grande propriété, myo-relaxant. Relaxation des fibres musculaires squelettiques, les muscles rouges squelettiques volontaires. Les benzodiazépines s'opposent aux contractions musculaires douloureuses, notamment qui peuvent accompagner par exemple un lumbago ou une sciatique. Et ils sont assez largement utilisés dans cette indication. Il y a, là non plus je ne vous demande pas de retenir le nom, ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est qu'il y a des benzodiazépines dont on dit que l'effet myo-relaxant survient à des doses un peu plus faibles que celles qui donnent l'effet sédatif hypnotique. Sous-entendu, si vous prenez du myolastan, vous aurez moins de contractures musculaires, mais vous ne serez pas trop endormi. D'accord ? Donc il y aurait peut-être des petites différences. Quatrième grande propriété, anticonvulsivante, où là, le médicament phare, c'est le Valium. Le Rivotril aussi est très utilisé. Le Valium, on va plus l'utiliser dans des circonstances aiguës. Le Rivotril, c'est plus dans les traitements à long terme. Bon, Gérard Pons vous a fait le cours sur les anticonvulsivants, donc moi, je suppose. Donc moi, je ne vous en parle pas plus. Donc ça fait partie des grands médicaments qu'on utilise dans les crises d'épilepsie et dans les convulsions, même si ce ne sont pas des crises d'épilepsie. Enfin, les propriétés amnésiantes, et vous remarquerez que c'est mis entre parenthèses, parce que maintenant, on n'utilise plus à titre d'effet thérapeutique ces propriétés amnésiantes. Quand j'avais votre âge, on a essayé. Alors, qu'est-ce que c'est comme type d'amnésie ? C'est ce qu'on appelle une amnésie antérograde. C'est-à-dire que le sujet va complètement oublier
les événements qui se sont produits dans les heures qui suivent la prise de la benzodiazépine. Donc on se souvient très très bien de ce qui s'est passé il y a 10 ans, mais on a une espèce de trou entre la prise du médicament et quelques heures, le temps que ça ne marche plus. Alors, quand j'avais votre âge, là, la mode, c'était, il n'existait, pour les femmes qui accouchaient, on n'existait pas encore les rachianesthésies. Donc, les femmes accouchaient dans la douleur. Et donc, il y a des cliniciens qui se sont dit « Ah oui, mais c'était la grande époque des groupes Balint, les machins, la psychologie. » Donc, on s'est dit « Oh là là, mais ça peut être une source de rejet du bébé. On va donner aux mamans qui accouchent, on va leur donner une benzodiazépine. Comme ça, plus tard, elles ne se souviendront pas des douleurs qu'elles ont ressenties pour mettre au monde leur progéniture. » Ça partait d'une idée, je veux dire, qui pouvait éventuellement être justifiée. Alors, qu'est-ce qui se passait en pratique? Si l'accouchement allait très vite, c'était le ciel bleu, tout allait bien. Parce que la maman oubliait qu'elle avait souffert le martyre, qu'elle avait hurlé pendant des heures, et puis le bébé allait bien. Mais si l'accouchement commençait à être un petit peu compliqué, qu'est-ce qui se passait? Les benzodiazépines, ça va dans le cerveau, donc vous comprenez bien que c'est bien l'hypophile, ça passe très bien les barrières, ça passe très bien les membranes cellulaires. Donc si l'accouchement durait un peu longtemps, la benzodiazépine, elle avait le temps de diffuser, de passer la barrière fœto-placentaire et de diffuser chez le fœtus. Et donc vous aviez un bébé qui naissait, eh bien, intoxiqué entre guillemets par la benzodiazépine. C'est-à-dire que vous aviez un bébé qui ne criait pas à la naissance, qui était hypotonique et qui pouvait même avoir une abolition temporaire du réflexe de succion. Donc on a arrêté vite cette pratique. Vous comprenez. Sauf dans les cas où vraiment on en a besoin, mais qui relèvent d'une autre indication. Ces propriétés amnésiantes sont particulièrement notables pour les benzodiazépines ayant un pic d'effet, donc une brève durée d'action, et avec un effet qui va régresser rapidement. Alors, la pharmacocinétique des benzodiazépines, donc là c'est pareil, je ne vous demande absolument pas de connaître les différents éléments de ce tableau, mais simplement les 3 points là dont je vous ai évoqués, à savoir qu'on peut mettre les benzodiazépines dans 3 catégories. Des benzodiazépines qui ont un très court délai d'action et qui ont une demi-vie très brève, et ceux-là, on ne les utilise plus. Parce qu'il y a trop de dépendance, il y a trop d'amnésie antérograde. Il y a le groupe des benzodiazépines qui ont une brève durée d'action, mais avec une demi-vie plus longue. Et ceux-là, on va les choisir, par exemple, pour les troubles, pour les troubles du sommeil d'endormissement, ou bien pour traiter un état anxieux aigu, pour agir rapidement. Et puis le 3e groupe, c'est un délai d'action au moins aussi long que le 2e groupe, et avec plus long que le... Donc c'est plus étalé dans le temps, le Tmax est plus tardif, et puis la demi-vie varie entre une demi-journée, la moitié d'un jour à 2-3 jours. Et ça, comme ceux-là, ils ont une courbe de concentration plasmatique plus étalée dans le temps, eh bien vous comprendrez aisément que c'est parmi ces médicaments-là, comme le Rivotril, que l'on choisit pour traiter une épilepsie. Parce que c'est un profil pharmacocinétique intéressant. Ça évite les fluctuations trop importantes dans une même journée. Donc, ça aussi, il faut le savoir par cœur. Non, simplement, en vert, vous avez les médicaments qui sont commercialisés, et puis en mauve, vous avez les métabolites actifs. C'est simplement pour vous montrer que toutes ces molécules, ces benzodiazépines, se ressemblent énormément. Il y en a beaucoup de médicaments qui sont en fait des métabolites actifs d'un autre médicament.
D'accord ? Et en fonction de l'indication qui a été développée, on va avoir soit l'indication comme hypnotique, limitée à 2 semaines, soit comme sédatif, limité à 4 semaines. Donc vous voyez, tout ça, c'est un petit peu ce distinguo entre les différentes indications est un peu théorique. Hein, et en fait, quand vous donnez un médicament comme le Tranxène, eh bien c'est comme si vous donniez aussi du Seresta, etc. Quand vous donnez du Valium, eh bien, ça aboutit aussi à donner du Seresta, etc. Alors, les effets indésirables. Et tout d'abord, le côté bénéfique, dont je vous ai déjà parlé au début, c'est que ces benzodiazépines, quand vous les prenez seuls, ont peu d'effets dépresseurs respiratoires. Donc, en cas de surdosage accidentel ou volontaire, hein, eh bien, c'est rarement compliqué d'une issue défavorable. Il y a néanmoins une exception, l'hypnovel, qu'on utilise en anesthésie générale, qui est plus dépresseur respiratoire. Alors ça, c'est vrai si vous prenez la benzodiazépine toute seule. En revanche, si quelqu'un prend une grosse dose de benzodiazépine et de l'alcool, là, il y a une synergie d'action dépressive, sédative. Hein, et donc là, on peut avoir éventuellement des troubles respiratoires graves et une évolution plus défavorable. L'autre grand avantage de ces médicaments-là, c'est qu'ils sont extrêmement peu immunoallergisants. Donc, on a très peu de rash cutanées, de prurites, de réactions, voire éventuellement plus graves. Hein. Globalement, c'est une classe qui est vraiment bien tolérée de ce côté-là. Alors maintenant, les effets indésirables qui nous gênent néanmoins. Eh bien, cette amnésie antérograde, c'est bien sûr un inconvénient. Alors, un inconvénient de différentes façons. Mais la principale façon, c'est ce qu'on appelle éventuellement, dans un jargon de juriste, les viols sur rendez-vous, dont vous avez probablement entendu parler. Il y a encore des affaires qui sont actuellement jugées. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la jeune fille, le jeune homme dans lequel on verse une benzodiazépine d'action rapide le soir, et puis elle se retrouve consciente le lendemain matin, à peine vêtue, dans la rue, en train de tituber. Elle a pu se faire violer, elle ne s'en souvient pas. Elle ne sait pas si elle s'est fait violer par quelqu'un qui est VIH positif ou pas. Hein, rien de tout ça. Et en plus, elle se retrouve dans la rue. Elle donne l'impression vis-à-vis des agents de la sécurité, disons, elle donne l'impression d'avoir trop bu, elle a pu ses papiers, on lui a volé sa carte bleue, on lui a tout pris. Hein. Et donc, il faut espérer qu'elle est bien traitée au commissariat où elle va se retrouver immanquablement. Hein. Et donc, ces histoires absolument dramatiques, eh bien, sont ces fameuses dues à ces benzodiazépines de courte durée d'action avec une amnésie globale. Hein. Et c'est pour ça que les médicaments, certains de ces médicaments ont été supprimés du marché. Voilà. Les troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs, ça c'est quelque chose qui est très important chez les sujets âgés. Hein. Alors là aussi, je dois avoir des petits chiffres à vous donner. Voilà. Il y a une étude qui a montré que même à court terme, si vous regardez chez des sujets de plus de 60 ans, les hypnotiques multiplient par 5 le risque de troubles cognitifs délétères. Et ça multiplie par 4 la sensation de fatigue dans la journée, la fatigue diurne, hein, contrairement à la fatigue nocturne. Donc le patient, il est un peu vaseux la journée, et puis le soir, il n'arrive pas à s'endormir, et donc il reprend sa benzodiazépine, et c'est le cercle vicieux. Donc il est à peu près certain que chez les personnes âgées, l'utilisation chronique de ce type de médicaments
c'est probablement en moyenne très délétère. Et ça pose vraiment la question du rapport bénéfice-risque chez ce type d'individu. Alors il y a une certaine façon d'évaluer ce rapport bénéfice-risque. Là aussi, je regarde les chiffres pour ne pas vous dire de bêtises. Eh bien, il y a une étude qui a montré que pour observer un bénéfice sur le sommeil chez un patient, il faut en traiter 13. D'accord ? Pour avoir un effet clair sur le sommeil chez un patient, il faut en traiter 13. Donc ça veut dire une efficacité de même pas 10%. En revanche, il suffit d'en traiter 6 pour observer un effet indésirable. Donc vous voyez clairement que le rapport bénéfice-risque chez les personnes âgées est sujet à caution. Donc fatigue, éventuellement les chutes, attention les sujets âgés. Et puis une chose qui est exceptionnelle, je ne sais pas si je fais bien de vous en parler, nous en pharmacovigilance, c'est des histoires qui nous interpellent, c'est que, alors il doit y avoir probablement un substratum génétique derrière, c'est que quelquefois chez des personnes, il y a qui ne prennent jamais de benzodiazépine ordinairement, il faut leur donner une benzodiazépine, il peut se produire ce qu'on appelle des effets paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a des effets de stimulation contrairement aux effets dépresseurs. Et ces effets se traduisent par une agitation, par une agressivité, voire par des accès de rage. En pharmacovigilance, il y a 1 an ou 2, on a eu un cas, enfin on nous a rapporté dans un centre de pharmacovigilance un cas d'un papy bien gentil de 70 ans qui a reçu une benzodiazépine et qui a tué sa femme. Ah oui, non, mais en revanche, bon, ça va vous frapper, mais c'est tout à fait exceptionnel. Mais si vous avez un jour un patient qui vous dit « Ah, mais moi, je ne supporte pas les benzodiazépines, ça m'énerve et tout », ne vous dites pas qu'il a tort, dites-vous qu'il a peut-être raison et réfléchissez à 2 fois avant de lui donner une benzodiazépine. Et puis, ces médicaments-là peuvent induire une tolérance et une dépendance, et ça fera l'objet de la deuxième partie du cours. Donc voilà la liste des principaux effets indésirables de cette classe pharmacologique. Alors les autres hypnotiques. Est-ce que maintenant à l'hôpital, vous êtes passé dans les services, vous avez dû remarquer que pour dormir, les patients, généralement, ce n'est pas du Valium ou du Rivotril qu'ils ont, ni le Rohypnol, surtout pas le Rohypnol. Ça, c'est que pour les vieilles dames de ville. À l'hôpital, et souvent, on voit surtout le Stilnox ou l'Imovan. Ils sont venus supplanter les benzodiazépines dans un but hypnotique. Alors, ces médicaments-là ont une structure chimique qui est différente de celle des benzodiazépines, mais elles possèdent le même mécanisme d'action, toujours sur le récepteur GABA-A. Mais la différence, c'est que quand vous les donnez, on peut dissocier partiellement les effets sédatifs hypnotiques des effets anxiolytiques. Donc en fait, ces médicaments-là, aux doses où on les utilise, on observe pratiquement essentiellement les effets sédatifs et hypnotiques. Et ces médicaments-là n'ont d'ailleurs l'autorisation de mise sur le marché que dans cette indication-là. Le Stilnox et l'Imovan n'ont pas d'indication comme anticonvulsivant ou comme anxiolytique. Et donc, l'AMM, c'est les insomnies sévères. Et comme souvent en médecine, vous savez bien qu'il y a une dérive et qu'on les utilise même dans les insomnies qui ne sont pas forcément sévères. Et comme pour les benzodiazépines, là aussi, la durée maximale de prescription est de 4 semaines afin d'éviter le mésusage prolongé de ces médicaments-là. C'est un vœu pieux, bien sûr. Alors, vous avez vu que les benzodiazépines vont aller stimuler les récepteurs au GABA. Quand on parle d'agonistes, on a toujours quelque part des antagonistes. Et les pharmacologues, ils aiment bien trouver des antagonistes. Eh bien, il y a un médicament qui est commercialisé, qui est un antagoniste
compétitif du récepteur aux benzodiazépines. Et ce médicament, il est commercialisé sous le nom d'Annexate et il peut être très utile. Parce que, comme c'est un antagoniste compétitif, si vous l'administrez en quantité suffisante, il va aller déplacer les benzodiazépines de ces sites d'action et il va donc permettre d'antagoniser les effets des benzodiazépines. Il va permettre de faire régresser les actions des benzodiazépines. Alors, dans quel cas est-ce que c'est utile ? Eh bien, c'est assez évident. La première indication, c'est au cours d'un surdosage accidentel ou volontaire en benzodiazépines, surtout s'il a pris d'alcool, s'il y a une dépression respiratoire, eh bien, on pourra administrer l'Annexate qui va faire rétrograder les effets dépresseurs sur le système nerveux central de ces médicaments-là. La deuxième indication de l'Annexate, c'est qu'au cours de certaines anesthésies, on utilise souvent certaines benzodiazépines particulièrement sédatives, comme le Lipnovel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais Lipnovel, il a une demi-vie qui est relativement longue. Donc, quand le chirurgien a fini son travail, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on peut administrer un peu d'Annexate pour terminer plus rapidement l'action de l'Lipnovel. Et puis la troisième indication, elle rejoint la première, c'est à visée diagnostique. Vous êtes aux urgences, vous êtes tout seul et arrive un patient dans le coma. Et vous interrogez un peu l'entourage et vous avez la notion que la personne a peut-être avalé des benzodiazépines. Eh bien, l'administration de l'Annexate peut vous servir de test diagnostique avant d'avoir le résultat éventuel du laboratoire de toxicologie. C'est-à-dire que si vous administrez de l'Annexate et que votre patient se réveille, un patient très endormi, peut-être pas dans le coma stade 4, mais un patient endormi, vous lui administrez de l'Annexate, ça veut dire qu'effectivement, une partie de ces troubles sont dus à une benzodiazépine. Et à ce moment-là, ça vous permet d'éliminer... Bon, ça ne veut pas dire qu'il a pris que ça à votre patient, donc il faut se méfier. Alors, les inconvénients du flumazenil, c'est qu'il a une demi-vie courte. Donc, comme les benzodiazépines ont une demi-vie plutôt longue, votre patient il peut se réveiller et se rendormir. Donc, faites attention à bien gérer ce qui se passe dans le temps. Et puis, la dernière chose, c'est le risque de syndrome de sevrage si la personne utilise de façon chronique les benzodiazépines. Bon, on va voir ça dans la deuxième partie du cours. Votre patient a essayé de se suicider avec des benzodiazépines. D'accord ? Vous lui donnez de l'Annexate, vous lui en donnez bien pendant le temps qu'il faut. Et vous n'avez pas de notion sur le fait que cette personne, elle en prend des grosses doses depuis des années. Or, les benzodiazépines, ce sont des médicaments pour lesquels on a un phénomène de tolérance. Et également, donc, quand vous donnez le flumazenil, vous supprimez la stimulation habituelle des récepteurs par la benzodiazépine. Et votre patient, c'est comme si vous c'est pas comme si, c'est vous le sevrez brutalement en benzodiazépine. Et il peut donc faire un syndrome de sevrage. Et ce syndrome de sevrage peut être grave parce que dans les formes les plus sévères, ça peut induire des crises convulsives. Là aussi, je vais vous en reparler. Vous avez la même chose chez le patient toxicomane à la morphine ou à l'héroïne. Si vous donnez à un patient beaucoup d'antagonistes morphiniques alors qu'il est toxicomane, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire aussi un syndrome de manque à la morphine. Alors en conclusion, les principes du traitement par les benzodiazépines, il n'y a pas une diapo là-dessus, non. Voilà. Alors les principes du traitement par une benzodiazépine. Surtout dans les indications, je ne vous parle pas d'épilepsie là, mais dans toutes les autres indications,
les principes du traitement, ça va être, là aussi je vérifie que je n'oublie rien. La plus faible dose possible de benzodiazépine. Principe du traitement, surtout à visée hypnotique, c'est celle-là qui nous pose le plus de problèmes. Donc la plus faible dose. Essayez de donner un traitement intermittent. Bon, si votre patiente elle est depuis 30 ans sous benzodiazépine, elle ne vous écoutera pas. Mais s'il s'agit d'un nouveau traitement, quelqu'un qu'on a besoin, qui a des troubles temporaires, 2 à 4 fois par semaine. D'accord ? Pas tous les jours. C'est pour éviter la tolérance et la dépendance. Essayez à tout prix que le traitement ne dure pas plus de 3 ou 4 semaines. Et quand vous allez l'arrêter, soyez très vigilant par rapport à ce qu'on appelle à l'effet rebond. Votre patient dormait mal, vous lui donnez une benzodiazépine, il dort mieux. Vous arrêtez la benzodiazépine, surtout si vous l'arrêtez trop brutalement, il va avoir un effet rebond dans ses troubles du sommeil et il va encore plus mal dormir qu'avant. Donc bien évidemment, il va avoir tendance à reprendre la benzo. Donc il faut éventuellement arrêter progressivement le traitement. Et puis d'être très vigilant aux effets délétères sur les fonctions supérieures chez les personnes âgées avec ce type de médicaments. Alors, dans les remarques terminales, vous oubliez ça. Je voulais juste vous faire un commentaire sur le phytose, parce que le phytose, nous nous sommes rendus compte il n'y a pas très longtemps que c'était... le phytose, c'est un mélange de 5 plantes. Et nous nous sommes rendus compte que c'était très volontiers donné par des mamans à leurs enfants, adolescents, jeunes adultes, s'ils avaient des troubles du sommeil. Partons du principe que du moment que c'était des plantes, c'était moins toxique qu'un médicament classique. C'est pour ça que je vous ai mis une photo d'amanite phalloïde, pour vous rappeler qu'on peut être une plante et être très toxique. N'oubliez pas. Donc, le phytose, eh bien, si on en prend trop, ça peut donner des atteintes hépatiques sévères. Donc, je vous dis ça comme ça en passant.